Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous parle d'une marque qu'on attendait depuis longtemps en Belgique. Elle va arriver en 2026. C'est la marque Lucid avec son nouveau modèle, enfin son nouveau pour l'Europe, le Lucid Gravity. Un SUV qui offre jusqu'à 7 places, mais Lucid dit carrément que c'est une supercar à 7 places. On va vérifier ça. Et n'oubliez pas, pour la vidéo, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors en termes de design, il n'y a pas vraiment de surprise, ça reste le style Lucid inauguré avec la R, notamment au niveau de la partie avant avec ce long bandeau ici qui intègre les optiques, le nom de la marque. Petite subtilité cependant, au niveau des inserts, Lucid a inversé sa logique. Avant, il fallait aller sur les modèles haut de gamme pour avoir l'insert Stealth, ici un peu plus foncé, et le Platinum, c'est-à-dire celui qui est plutôt couleur aluminium, était proposé sur les versions de base. Ici, c'est l'inverse. Et ça va également changer pour la Lucid Air en soi. Pour le reste, on a une aérodynamique très travaillée. Vous voyez, l'intérieur est plein ici. On a réussi quand même à intégrer les éléments de sécurité dans cette partie ici, malgré le fait que ça s'ouvre. On a les éléments ici avec la prise d'air principale qui va permettre soit d'aérer et de refroidir la batterie, soit d'optimiser l'aérodynamique. Toujours les fameux rideaux d'air ici qui vont sortir sur le côté pour améliorer l'écoulement et la traînée. Et puis surtout, première originalité de cette voiture, c'est le capot très court. De manière générale, on a une voiture qui fait 5,035 m de long pour un empattement de 3,035 m. C'est-à-dire qu'il ne reste que 2 mètres pour les porte-à-faux sur un véhicule de ce gabarit-là. Ce n'est pas grand-chose et on le voit ici. Ça n'empêche pas des aspects pratiques comme on va le voir. On a un pare-brise qui est très incliné ici. Chose intéressante, c'est très fluide parce que grosso modo, le montant arrive ici, donc le pare-brise en tant que tel revient là, un peu comme sur les Opel Astra à une époque en version GTC. Et puis on a un autre élément ici qui va être le toit panoramique pour les passagers arrière. Mais surtout, on a une ligne qui est plutôt basse ici. C'est assez impressionnant parce qu'on parle de SUV. Moi, je dirais plutôt que c'est un crossover entre le monospace et le SUV, un peu comme un ancien Renault Espace, si vous voulez. Des flancs qui sont très lisses. On est chez Lucid ici, mais avec deux lignes importantes. On a cette ligne ici qui vient. Et vous allez voir qu'elle reprend ici et qu'elle donne de l'allonge à la voiture et une attitude un peu volontaire, un peu sportive. Les poignées affleurantes, bien entendu, ça c'est évident. Et ici, sur cette version Grand Touring avec le pack handling, on a également l'option jante 23 pouces, mais ça démarre à 21 pouces pour les versions de base. Mais ici, on est quand même avec du 23 pouces, c'est assez costaud, mais c'est pas mal du tout. Ça donne un petit peu un air un peu plus sportif à la voiture, qui est encore accentué par la partie ici arrière, avec un énorme pilier C. Le nom de la voiture se retrouve ici. Graphiquement, ça fonctionne très bien, avec le contraste entre le noir et ici le métal un petit peu foncé ou plus clair sur les versions de gamme. Donc ça donne un côté un peu streamliner, donc c'est pas mal du tout et c'est très bien pour l'aérodynamique. On précise, cette voiture, c'est un gros SUV, plutôt costaud, mais 0,24 en CX, ça c'est pas mal du tout. Enfin, à l'arrière, on a cette fameuse signature lumineuse ici, un peu en vague, qu'on reconnaît, qui ressemble un peu à ce qu'on a sur la berline R, qui est très élégant. On a des volumes simples, bien balancés, noirs, la couleur carrosserie, de nouveau un petit bandeau noir, et puis de nouveau ici, ce jeu sur la couleur et la partie noire en dessous. On n'a pas un diffuseur qui est hyper travaillé, juste quelque chose d'efficace, de simple, pour avoir une bonne traînée aérodynamique et donc une bonne consommation, une bonne autonomie, puisque ça, c'est un des gros points forts de la voiture. Petit détail amusant, quand on ouvre le coffre, c'est motorisé bien entendu, c'est réglable, mais surtout, on a un truc qui fait un peu penser aux Opel Insignia qu'on avait sur la première génération, avec un petit rappel ici, parce que le haillon fait un peu autoclave, donc c'est pas mal, et un petit rappel ici pour la sécurité, ça c'est bien. Mais en tout cas, en termes de coffre, c'est plutôt impressionnant, puisque même dans cette configuration à 3 rangées, on sait encore mettre jusqu'à 7 valises individuelles pour voyager, donc 7 adultes avec 7 valises. Tout simplement ici, vous prenez ceci, vous le bloquez comme ça. Là, on peut en mettre 5 dans ce sens-là, la verticale, une autre dessus et une dans le frunk. Mais l'autre élément qui est intéressant avec cette voiture, c'est ceci. Regardez, hop, on enlève ça, on fait attention. Et les sièges sont faciles à rabattre. Première chose, hop, on fait ceci. L'appui-tête. Deuxième chose, vous faites comme ça. Et troisième chose, vous pouvez le prendre et le ranger comme ceci. Après, vous pourrez remettre le plancher dessus et avoir un plancher parfaitement plat. Donc ça, c'est plutôt très pratique, c'est bien pensé et ça rappelle un petit peu l'esprit monospace, ce qui est plutôt intéressant parce que là, on sort de l'esprit SUV à proprement parler. Il n'y a rien d'innovant si on remonte 30 ans dans le passé, mais par rapport aux voitures récentes, c'est quelque chose qui est vraiment différent et qui rend très pratique cette voiture.
Alors bien entendu, il y a un frunk, c'est normal, c'est une voiture électrique, mais ce n'est pas un frunk comme les autres parce que ici, on peut s'asseoir dedans. Regardez, hop, on enlève ce petit morceau, on enlève ce petit morceau et vous pouvez simplement l'ouvrir, hop, comme ceci, et on peut se mettre à deux. Un petit verre si on le veut, tranquillement, et on profite de la vie. Si ça, c'est pas magnifique, trouvez-moi un autre SUV électrique ou même une autre électrique qui fait ça et je vous paye un œuf en chocolat. Alors bien entendu, c'est pas fait que pour s'asseoir, il y a aussi un aspect pratique. Vous voyez, il y a des petits crochets pour attacher vos sachets avec les courses si vous le voulez. Et il y a aussi une des 3 prises pour pouvoir brancher un appareil puisqu'on a le Vehicle to Load. Pour mettre un petit peu de musique, par exemple, quand vous profitez d'une fin de soirée, un coucher de soleil ici sur la plage à Majorque, c'est idéal. Alors pour les 7 places, il faut aller à l'arrière. Et première très bonne chose, regardez, l'ouverture à 90 degrés. Ça, c'est top, c'est vraiment génial. Alors je peux déjà le montrer ici, regardez, on s'assied facilement. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si on a de la place derrière. C'est très simple, c'est électrique. On appuie ici. Et comme vous pouvez le constater, ça avance tout seul, tranquillement. Et on a un accès très aisé, puisqu'on peut rentrer dans la voiture sans problème et s'asseoir à l'arrière. Au niveau du dossier, c'est pas trop vertical, donc c'est bien. On a l'appui-tête qui est pas mal. Alors, en termes de taille, de place pour la tête, moi, je fais 1m78, ça va. Quelqu'un qui fait 1m85, ce sera plus compliqué. Par contre, en termes de place pour les gens, vous voyez, il y a la place. Je peux mettre mes pieds en dessous, donc ça, c'est pas mal aussi. Et clairement, on est plutôt bien mis. Il y a cet énorme toit panoramique qui offre beaucoup de lumière. Et on voit qu'il y a des attentions qui ont été prévues pour les passagers du 3e rang. Donc, vous avez des petits rangements ici pour mettre votre smartphone. Vous avez un porte-gobelet comme ceci. Donc, franchement, c'est pas mal. Le petit accoudoir prévu, spécial ici également. Donc, on est plutôt bien mis. Et même la clim. Vous avez même la clim ici avec la ventilation qui peut être réglée. Alors à l'arrière, la banquette est réglée donc pour le réglage que je vous ai montré avec l'espace à l'arrière. Et vous voyez qu'on a aussi pas mal d'espace, beaucoup plus d'espace pour la tête. Mais il y a une petite astuce. Si vous êtes parent, vous n'avez plus de poche aumônière là, c'est dommage. Oui et non. Parce qu'en réalité, vous avez une petite tablette. Alors pour vos enfants, c'est pratique pour jouer, mais c'est pratique aussi pour vous pour pouvoir travailler. Et si vraiment vous n'avez personne derrière, c'est assez simple. On recule, on se met à l'aise et on peut travailler. Pour recharger, vous avez le port USB-C ici. Donc franchement, tout est bien fait. Vous avez également les pare-soleil pour vos enfants. Ils vont aimer jouer avec ça, mais c'est très pratique, surtout avec une météo comme celle qu'on a ici. Alors à l'avant, première chose, on a un style très classique. Moi, j'aime beaucoup cette partie-ci, mais parce qu'elle cache simplement tout un tas de rangements. Vous avez les 2 porte-gobelets ici, des petits rangements là. Vous avez la couloir ici avec un rangement très profond. Vous voyez, hop, on peut mettre une bouteille dedans sans problème. Et vous avez également la possibilité ici de faire coulisser le petit tiroir pour pouvoir ranger encore d'autres choses là derrière. Ça, c'est pas mal du tout. Tout en ayant la recharge par induction pour votre téléphone ici. Donc ça, au niveau pratique, c'est vraiment très bien. Alors, au niveau de l'aménagement, on retrouve un univers qu'on avait déjà découvert avec la R, justement, avec ce grand écran ici, avec la forme très agréable, qui fonctionne un petit peu au-dessus du volant, on en parlera après, mais qui est très très bien faite. Chose intéressante, l'entièreté de l'écran est tactile, donc même ici, hop, vous voyez, je peux changer, etc., les informations. On a l'écran secondaire qui se trouve ici. Alors, contrairement à la R, il n'est pas escamotable ici, il est fixe. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a une ventilation derrière, donc il ne chauffe jamais de trop. Et là aussi, on a un affichage qui est assez simple, assez bien fait. On a la navigation si vous voulez. Vous avez tout un tas de petits raccourcis ici. Les réglages du siège avec la possibilité, vous voyez, ventiler et chauffer, mais également de pouvoir régler le maintien latéral. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt cette partie-ci, parce qu'elle va nous permettre de voir un petit peu tous les réglages de base. Donc il y a les réglages véhicules qui sont accessibles directement via le bouton ici également. Mais là, le Dream Drive qui correspond à toutes les assistances à la conduite et les systèmes d'aide et de conduite dynamique. On n'a pas de conduite de niveau 2 ici pour le moment, mais c'est quelque chose qui devrait arriver avec le temps. On a également enfin des raccourcis pratique, pas de raccourci vers les aides à la conduite pour les désactiver ou les réactiver, mais au moins certaines choses qui sont plutôt intéressantes ici. Sinon, en manière générale, ceci sert pour le multimédia, pour les aides à la conduite avec le régulateur de vitesse. C'est assez simple à utiliser. Le feeling est vraiment bon. Il faut juste s'habituer à la forme du volant ici qui est un peu ce qu'ils appellent un squircle, donc un rectangle ici, mais qui libère une belle visibilité sur l'écran là, sachant qu'il n'y a pas de head-up display dans cette voiture. Souvent les voitures américaines, on entend parler de luxe à l'américaine, mais on est déçu par la qualité. Ici franchement, tous les matériaux que l'on touche sont de bonne facture, bien assemblés. On a des tissus qui sont plutôt agréables, il faut voir comment ça vieillit. On a du bois ici qui est plutôt
très soft au toucher avec des petits détails chromés qui sont sympathiques. Les cuirs ici qui sont des cuirs non animaux, on va dire ça comme ça. C'est du cuir végétal principalement dans le cas présent ou du cuir artificiel, mais c'est plutôt très agréable et on a une bonne position de conduite, quoique il faudra vérifier volant en main. Je trouve qu'on est quand même assis assez haut, on verra ce que ça donne une fois qu'on roule avec la voiture. Ce Lucid Gravity est une version Grand Touring ici, une version Touring arrivera plus tard. Mais ici en Grand Touring, on a l'option du Handling Package qui signifie qu'on dispose de la suspension pneumatique. Une suspension qui s'appuie toujours sur des éléments à double triangulation superposés à l'avant et un multibras à l'arrière, mais qui ajoute une suspension pneumatique au niveau des amortisseurs avec des amortisseurs à 3 chambres ici. C'est ce qui permet de passer d'un mode très sportif avec une suspension très basse et une aérodynamique optimisée, par exemple sur l'autoroute, etc., pour une meilleure consommation, à une capacité de tout chemin, peut-être pas du tout terrain, mais en tout cas du tout chemin, qui peut être déjà plutôt confortable. Alors le premier constat, c'est que cette suspension est très confortable. Si on est sur une route qui n'est pas en mauvais état, clairement, mais il y a des petites ondulations, elles sont très bien absorbées. Et surtout, le premier constat, directement assez impressionnant, c'est qu'avec les 4 roues directrices ici, eh bien ici, clairement, ça rend la voiture beaucoup plus compacte dans la sensation de conduite que ce qu'elle n'est réellement. La voiture a l'air très très agile, très facile à cerner en termes de dimension. Sur ce plan-là, fameux travail, sachant qu'on a aussi une voiture qui est très très large, mais on en saisit très vite les dimensions, on a très vite conscience de l'encombrement de la voiture malgré tout. Mais c'est juste que quand on conduit, on a l'impression d'être dans une voiture plus compacte. C'est très sinueux, c'est très serré, etc. Et on se sent à l'aise dans la voiture. On a une bonne réponse à l'accélérateur, mais très progressive. Il n'y a rien de violent là-dedans. La voiture est très silencieuse. Alors, au niveau des modes de conduite, il n'y en a que 3. Voilà, vous avez Smooth, Swift et Sprint. Donc concrètement, là, on est dans le mode le plus doux. Donc Smooth, c'est normal. Et on est déjà avec une bonne réserve. On a déjà une voiture qui a un bon répondant, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas forcément besoin de plus, et pour vous balader en famille, ce sera déjà très bien. Donc il n'y a pas de mode individuel, ça se justifie d'abord par un choix de philosophie de produit, ça c'est une première chose, mais aussi, et ils sont très transparents là-dessus, sur le fait que ça reste un petit constructeur, une petite équipe, et qu'ils n'ont pas forcément les possibilités de développer tout en même temps. Donc il est possible que plus tard, au moins pour le marché européen, on ait un mode individuel qui permette de choisir ses réglages à sa meilleure convenance. Voilà, ici on est dans une épingle vraiment très très serrée et clairement la voiture tourne sans problème, on n'a pas l'impression qu'on risque de gêner qui que ce soit. Donc en termes d'agilité, c'est assez impressionnant au regard du gabarit. On a une réponse au volant qui va changer également en termes de paramétrage et une réponse également au niveau des freins et de la régénération qui va varier. La régénération, on a possibilité de jouer sur des différents niveaux ici. On a 3 niveaux concrètement. On peut choisir haute, standard ou off. Donc si je le mets en off ici, la voiture gère un petit peu elle-même. Ici on sent qu'il y a un système automatique qui regarde un petit peu, mais donc une fois qu'il voit que c'est dégagé, hop, il vous permet d'aller en roue libre. Donc ça c'est classique. C'est pas aussi impressionnant que chez Mercedes par exemple, avec le dernier GLC ou la CLA, mais ça fonctionne bien et l'avantage c'est qu'on garde le système automatique qui va quand même ralentir un peu la voiture pour des raisons de sécurité si nécessaire. On a le niveau standard qui était celui sur lequel j'étais. Concrètement, hop, là, on voit qu'en descente, la voiture est ralentie. Et vous pouvez constater qu'il va ralentir la voiture jusqu'à l'arrêt, ou presque. Voilà, il arrête la voiture, vous voyez, tout en douceur. Donc, c'est vraiment pas mal du tout aussi. Et alors, on a le niveau haut qui, lui, concrètement, hop, je roule, 30 à l'heure. Et c'est quand même assez fort. Donc, ça, c'est vraiment pour les fans de conduite one pédale. Parce qu'il faut vraiment moduler avec la pédale d'accélérateur pour moduler la régénération. Donc la régénération ne fonctionne que via la modulation de la pédale d'accélérateur, jamais via la pédale de frein. C'est un choix qui est le leur. Très honnêtement, en termes de transparence de conduite, ça ne pose aucun problème. Donc on n'a pas à discuter là-dessus. Les freins sont de dimension généreuse ici, avec des gros étriers, 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Donc c'est quand même pas mal du tout en termes de puissance de freinage, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisqu'on est quand même dans une voiture qui tourne aux alentours de 2700 kg à vide. Selon les équipements, donc ici avec les différentes options qu'on a ici, on a presque 2750 kg et bon, il faut rajouter les gens à bord, etc. Donc ça va très vite. Mais de manière générale, on n'a quand même pas une voiture qui donne l'impression de rouler dans une enclume, quoi. Donc là ça c'est pas mal du tout. C'est lié non seulement à la capacité de régénération,
bien entendu, aux roues arrière directrices et à la réponse bien calibrée de l'accélérateur. Ça, c'est très important. Lucid se gargarise d'avoir créé la première supercar à cette place. Alors en termes de performance pure, effectivement, quand on se met en mode sprint, on a quand même plus de 850 chevaux ici, plus de 1200 Nm de couple, ce qui est quand même assez impressionnant. Et on a un 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 6. Donc les performances sont assez élevées, bien entendu. Une vitesse de pointe de 250 km/h aussi, donc c'est plutôt sportif aussi. Il n'y a pas beaucoup d'électriques qui vont aussi vite en vitesse de pointe en général. Donc ça c'est bien. Maintenant en termes de comportement, il ne faut pas exagérer non plus. Ça reste comme un gros véhicule très encombrant et plus orienté vers le voyage très rapide. Moi je parlerais plutôt de première super GT à cette place alors que de supercar à cette place. On a le Swift qui lui va être plus adapté pour des routes un peu sinueuses, etc. Donc ça c'est pas mal parce qu'il laisse quand même du mouvement de caisse mais de façon plus contrôlée et surtout, il offre une réponse à l'accélérateur qui va être un peu plus vive. Donc hop, on sent directement qu'on a un accélérateur qui répond de façon plus instantanée et ça c'est plutôt agréable en ce sens qu'il y a une réactivité qui de nouveau va donner un sentiment de légèreté dans la conduite de la voiture. Vous voyez, hop, là, on sent que ça accélère, mais, parce qu'il y a un mais, quand vous accélérez comme ça avec, on sent que l'avant se soulève. J'aurais préféré une voiture qui ait un système qui combatte un petit peu ce cabrage à l'accélération, parce que si on donne à fond sur une surface qui n'est pas parfaitement adhérente, on sent bien que les roues avant ont un petit peu de mal. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est aussi un peu américain, mais bon, c'est pas dérangeant en soi, mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus maîtrisé en termes de cabrage à l'accélération, parce que c'est pas forcément le truc le plus rassurant, quoi. Au niveau du volant également, on a une réponse un peu plus intéressante. On a un volant qui est relativement direct. Il faut savoir que c'est 2,2 tours de butée à butée, ce qui est plutôt limité par rapport aux standards modernes. Mais ça reste important étant donné qu'on a un volant qui est plutôt rectangulaire. Très honnêtement, on n'a pas à se plaindre parce que Lucid a bien travaillé sur la variation de la démultiplication. Donc on passe d'un ratio de 13:1 à un ratio de 8:1 en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Et donc la réponse du volant va s'adapter pour garder une sécurité optimale en toutes circonstances et ne pas avoir une surréaction lorsqu'on fait un mouvement plus ample à haute vitesse. Alors le mode sprint, lui, hop, directement on va changer le calibrage au niveau des suspensions. Là voilà, après quelques mètres je peux déjà sentir que la suspension est plus ferme. Donc c'est quelque chose de très sensible et on sent aussi que la régénération passe d'office en high ici par défaut. C'est pas quelque chose qu'on peut changer puisque c'est lié au mode de conduite et vraiment ça change complètement le comportement de la voiture. Donc c'est vraiment adapté à quelqu'un qui va vouloir rouler plus fort, mais on module l'accélérateur plutôt que de freiner et plutôt que de ralentir en tant que tel. Et c'est un petit jeu, c'est vraiment très voiture électrique, donc ça c'est pas mal, mais c'est quelque chose auquel il faut s'habituer parce que toutes les voitures ne font pas ce choix-là. On est bien entendu sur des routes qui sont avec un revêtement assez impeccable ici. Il faudra voir sur nos bases habituelles et sur nos bonnes vieilles routes wallonnes complètement défoncées pour voir ce que ça dit. Mais sachant que la voiture a quand même des jantes de 23 pouces avec des pneus en 35 de hauteur, on peut dire que le travail est bien fait en termes de confort et de silence aussi, parce qu'on n'entend pas les bruits de roulement pratiquement. Ça, c'est une autre constatation que j'ai pu faire hier, même sur autoroute. L'insonorisation est vraiment de très haute qualité. C'est merci à l'aérodynamique aussi. On rappelle qu'on a un CX de 0,24. Donc ça facilite les choses aussi en termes d'optimisation de l'insonorisation au bruit aérodynamique. C'est évident. Très bonne visibilité générale à un bémol près. Et ça, c'est l'énorme montant ici. Très honnêtement, dans les carrefours ou sur certains ronds-points, c'est problématique parce que ça cache vraiment beaucoup de choses. Ou typiquement ici, sur une petite route de montagne, quand on sort d'un virage un peu à l'aveugle, etc., on peut ne pas voir quelqu'un, un cycliste, voire même une voiture dans certaines circonstances. C'est un petit peu dommage parce que pour le reste, la visibilité est vraiment excellente. Honnêtement, c'est difficile de trouver des défauts à cette voiture en termes de conduite. En termes d'ergonomie, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir un accès plus rapide à certaines aides à la conduite. On n'a pas eu l'occasion de tester les accélérations à proprement parler, parce que les routes ne s'y prêtent pas ici. On verra peut-être plus tard dans la journée si c'est possible, mais concrètement, le répondant y est. On sent qu'il y a les chevaux annoncés, on sent surtout l'énorme couple. Plus de 1200-1253 Nm, c'est énormissime, mais c'est parfaitement maîtrisé. En termes de consommation, enfin, parce qu'il me reste à vous parler de ça,
Lucid annonce pour cette version, dans cette configuration-ci, 19,2 kWh au 100. On va être à un peu plus que ça, concrètement. Sur le trajet que nous avons fait hier, qui était un trajet plus roulant que les routes de montagne ici, on était aux alentours de 21-22 kWh au 100, ce qui reste tout à fait raisonnable eu égard au gabarit du véhicule et à sa masse. On n'arrivera pas aux 750 km annoncés environ, mais on peut facilement dépasser les 580 km réels sans se priver quand on conduit. Et je pense que sur autoroute, avec tout optimisé, on peut même dépasser vraiment les 600 km. Donc avec un véhicule de cet ordre-là, de ce gabarit-là, c'est quand même déjà pas mal. Maintenant, forcément, il y a une énorme batterie, donc ça aide aussi. On est sur une partie plus roulante. Ici, on va pouvoir rouler un petit peu plus. Et on sent de suite la réponse de la voiture. Très honnêtement, c'est très 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 bien fait. On module juste avec la pédale accélérateur, donc c'est vraiment très agréable. Hop, je lève le pied, ça ralentit la voiture. C'est bien fait, mais c'est pas non plus brutal. C'est-à-dire que le système s'adapte aussi en fonction du rythme de conduite. Si je roule lentement, hop, on sent ça très fort. Mais si on roule plus vite, c'est plus subtil en termes de réponse. Voilà. Ici, ça c'était une bonne chose qui est intéressante à faire remarquer. Donc j'ai accéléré un peu plus fort, on arrive vite à une vitesse très élevée et quand on appuie sur la pédale de frein, la réponse n'est pas aussi franche que j'aurais voulu. Donc hop, là ça manque un petit peu d'attaque. La puissance de freinage est là a priori, mais là on sent le poids de la voiture à mon avis. Et le choix d'avoir des freins qui ne vont pas fonctionner tout le temps, parce que j'ai fonctionné pratiquement uniquement avec la régénération jusqu'à maintenant. Et une très bonne gestion au niveau de l'ABS aussi, parce qu'il y a eu une petite bosse et on a senti qu'il a bien corrigé le léger blocage. Mais l'attaque de frein n'est pas hyper convaincante sur ce plan-là. Là-dessus, on n'est pas à un niveau d'une voiture sportive, clairement. On est plutôt dans une voiture très confortable, avec un bon freinage, mais qui doit faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise si on doit freiner très fort. C'est un petit peu dommage en termes de sensation, mais ça ne change rien en termes de sécurité à proprement parler. Si je devais conclure cette partie dynamique, je dirais 3 choses. La première, c'est une vraie maîtrise en termes de performance et de motricité. Le groupe motopropulseur est parfaitement maîtrisé. On n'a jamais de problème de motricité. On a une puissance qui est délivrée de façon très progressive mais efficace. Ensuite, il y a une vraie maîtrise du confort, c'est-à-dire que cette voiture invite au voyage, l'insonorisation est excellente, le confort lié aux suspensions est vraiment de très haut niveau. Voilà, ici on a un petit passage avec des ondulations, on sent les ondulations mais à aucun moment c'est inconfortable, on sent que la caisse est maîtrisée, donc c'est vraiment pas mal du tout aussi. Sur ce plan-là, certains concurrents européens ne font pas aussi bien. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la sensation d'agilité de la voiture. On a vraiment l'impression de rouler dans une voiture plus petite que ce que l'on a réellement ici. Les bémols, c'est de manière générale, l'ergonomie des écrans est plutôt bonne. C'est pas du tout gênant en termes d'aménagement, mais je trouve que les menus pourraient être un petit peu mieux faits que ce qu'ils sont faits ici. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose à faire évoluer. On sait qu'ils vont le faire évoluer, puisqu'ils nous ont confirmé qu'ils travaillaient sur l'évolution des logiciels, des menus, etc. Donc ça, c'est une bonne chose, pour s'adapter entre autres aux demandes des Européens. Et ça, c'est peut-être plus subjectif, c'est le fait que la position de conduite n'est quand même pas idéale. On reste quoi qu'il arrive assis assez haut, et si on a un très bon soutien grâce au réglage du soutien latéral sur les sièges, et on n'a pas vraiment une position de conduite très typée sport ou GT par contre, ce qui est un peu dommage parce que la voiture est capable d'avoir ce type de conduite. Donc là, j'aurais préféré avoir une conduite un petit peu moins assise, moins à l'américaine, moins sur une chaise, plus dans un fauteuil. Donc ça, c'est un deuxième bémol. Et le troisième bémol, c'est le fait qu'on n'ait pas la possibilité de modifier les réglages de la régénération, le niveau de régénération, directement au volant via des palettes ou des boutons. J'aurais préféré ça parce que quand la voiture roule, c'est quand même plus agréable. Mais ça, c'est un choix de Lucid de lier le niveau de régénération a priori au mode de conduite. Et sur certains modes de conduite, dont le plus sportif, par défaut, on a le niveau haut. On peut le changer éventuellement, mais dans ce cas-là, il faut passer par l'écran et c'est pas très intuitif. Et bien voilà pour cet essai du Lucid Gravity dans sa version Grand Touring, une voiture qui devrait se vendre plus ou moins aux alentours de 116 000, 119 000 euros chez nous quand elle arrivera, dans la deuxième partie de 2026. En attendant, le bilan, c'est que c'est une voiture très performante,
très abouti, très confortable et réellement pour cette place avec les bagages de chacun dans la voiture et quelques éléments qui sont plutôt sympas. Moi, j'attends d'avoir la voiture en Belgique pour pouvoir la tester plus longuement et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.